Aimé Césaire, dans son discours sur le colonialisme, il commençait par cette formule-là. Il disait qu'une société qui n'est pas apte à vouloir régler les problèmes que suscite son propre fonctionnement est une civilisation décadente. Oui, il faudra comprendre. C'est terrible, mais il faudra comprendre. Les terroristes, pardon de le dire, ils ont en effet une stratégie. C'est terrible ce que je dis, mais ils ont une stratégie. C'est difficile à entrevoir parce que, évidemment, et c'est pour ça que c'est une instrumentalisation sordide, parce qu'ils jouent sous le coup de notre sidération, de notre colère et de notre émotion. Si je vous dis qu'ils ont une stratégie, ça veut vous dire qu'en effet, il y a des bandes dans ces cerveaux-là. Il y a des cerveaux dans ces bandes-là, pardon, excusez-moi, même moi j'ai du mal à le dire pour vous dire. Imaginez par exemple que celui qu'on nous a présenté comme le cerveau de la bande qui a sévi le 13 novembre dernier, quand on voit son CV, son profil, ses déclarations, ses vidéos, on se dit que lui, si c'est le cerveau, le restant de la bande n'a pas franchement envie de les connaître. Ceci étant, leur stratégie c'est quoi? Elle est connue. C'est pas simplement d'endeuiller pour endeuiller, c'est pas simplement frapper pour frapper. Je crois quand même pas que leur califat va aller sur toute l'Europe, c'est du bluff ça. Ils veulent diviser la société française, la fragmenter, qu'elle vive prostrée. Leur calcul, c'est qu'un maximum de la population se retourne en bloc contre la communauté musulmane. C'est ça qu'ils veulent. Et c'est ça qui n'a pas fonctionné, je vais vous dire, ou mal fonctionné. De l'islamophobie, du racisme, il y en a en vrac en ce moment. Mais je pense que les terroristes ont tapé tellement partout, à l'aveugle, ils ont fait tellement du sale, que je crois qu'il y a eu une aspiration à l'unité humaine qui s'est d'abord exprimée, autour de nous, au quotidien. Alors on a eu des grandes analyses sur les plateaux télé pour nous dire « Ouais, l'unité humaine dont vous nous parlez, on l'a pas vu s'exprimer. » Bah ouais. C'est vrai que l'unité humaine, on l'a pas vu s'exprimer par des centaines de milliers de personnes qui sont descendues dans la rue après les attentats. Et pour cause, il y a l'état d'urgence. On n'a pas le droit de manifester. C'est quoi l'état d'urgence si ce n'est une société mise en suspens, une société mise en quarantaine, une société prostrée, c'est-à-dire exactement ce que veulent les terroristes. Oui, il faut comprendre, réfléchir. Ça aide de temps en temps. Daesh, c'est pas simplement un réseau de cinglés. C'est une organisation qui a une histoire. Et je vais vous dire, avant d'être un dossier syrien d'ailleurs, c'est d'abord un dossier irakien. D'abord un dossier irakien. Il y a une offre de djihadisme, mais il y a une demande de djihadisme. Il va falloir en parler. Quand on a un phénomène comme ça, où on a des centaines, des milliers peut-être, de jeunes qui, pensant peut-être donner un sens à leur vie, vont s'embrigader, comme on fait d'ailleurs dans les sectes, au nom d'un combat qui, au bout du compte, va les faire péter une ceinture d'explosifs autour d'eux. Quand on a ce type de phénomène, bien sûr qu'il faut chercher à comprendre, pas excuser, comprendre. Et nous, on le redit, peut-être que c'est has-been, on s'en fout, mais on en est sûr. Dans une société où il y a plus de 5,5 millions de chômeurs, dans une société où dans certains quartiers on n'a pas vu la couleur de l'emploi sur plusieurs générations, où il y a de la stigmatisation, du racisme, de l'islamophobie, une histoire coloniale qui est toujours pas digérée, alors oui, il y aura toujours un vivier de recrutement pour Daesh, c'est une évidence. Mais il y a pire que ça, et ça nous concerne. Et c'est pour ça qu'il faut garder l'espoir, parce que maintenant c'est notre combat, et on n'a plus le choix. C'est qu'on touche là un vide sidéral qui a été laissé vacant par le mouvement ouvrier. Je dis bien sidéral, parce qu'il n'y a pas encore si longtemps que ça, le mouvement ouvrier, il donnait de l'espoir, un sens collectif et individuel à des millions d'exploités, des millions d'ouvriers, sans oublier personne dans ces quartiers-là. Un sens à notre vie. C'est ça qu'on paye aujourd'hui. Ça donne une idée de la tâche qu'il faut reconstruire. Alors vous me direz, avec des si, on met Paris en bouteille, vous aurez raison. Mais si on avait un mouvement ouvrier reconstruit digne de ce nom, avec un nouveau mouvement social, avec des forces anticapitalistes qui soient réunies en leur sein, alors oui, on aurait les trois choses qui nous manquent cruellement en ce moment. D'abord, un mouvement anti-guerre, pour lutter contre les guerres impérialistes et contre le terrorisme. Deuxièmement, un puissant mouvement de mobilisation sociale, pour enfin redescendre dans la rue. Ça, c'est quand même un comble. Autour de moi, il y en a qui disent au moins sous la droite qu'on descendait dans la rue. En tous les cas, pour moins que ça, on y allait. Ça bégaye, ça bug en haut des directions syndicales. Je ne veux pas stigmatiser là non plus, mais pour prendre simplement la direction de la CFDT, car rien trouvé de mieux le 1er mai dernier pour, je cite, déringardiser le 1er mai, d'organiser des cours de yoga à Paris. Des cours de yoga, mais c'est insultant pour l'histoire du 1er mai et pour ce qu'on fait aujourd'hui. Et puis la troisième chose qui nous manque, c'est ceux dont on est tous orphelins. C'est un mouvement politique, un vrai, qui nous représente, qui passe pas par des intermédiaires, qui passe pas par des politiciens pour le faire, et qui nous redonne espoir.
On en est tous orphelins. Au NPA, au Parti communiste, à LO, au PG, chez les libertaires, chez les syndicalistes, chez des militants de quartier qui font de la politique au bon sens du terme et qui n'ont pas besoin de bons professeurs pour leur expliquer quoi que ce soit. Tous autant qu'on est, on a un problème majeur. C'est qu'on pense que les politiciens ne nous représentent plus, ou pas, mais on continue à les laisser faire. Bravo. Et on a différentes versions. Alors on a la version énervée, on a la version soft, mais au bout du compte, on continue à voter pour eux. Alors nous, au NPA, il y a plein de trucs qu'on a plantés. Je pense même d'ailleurs que dans ce qu'on a planté, on a vraiment pris notre grade. Il n'y a pas de problème. Mais on a tenté un truc, qu'on tentera jusqu'au bout, c'est de parler en notre propre nom, sur la base de propositions politiques, évidemment, se réapproprier les richesses qu'on nous a volées, le programme d'urgence, je ne vais pas vous le décliner aujourd'hui, il y a plein de sujets qu'on pourrait évoquer, mais sur une idée fondamentale, recroire en nous-mêmes. Et c'est ça notre problème. Tous autant qu'on est individuellement, c'est recroire en nous-mêmes. On vit dans une société qui nous pousse à croire qu'on n'est que dalle, qu'on n'est pas légitime pour parler de nos vies. Il y a des gens qui sortent de grandes écoles, qui ont des mandats au cours de leur vie tout entière, qui s'amusent à parler de nos vies qu'ils ne connaissent même pas, qui ont des meilleurs mots souvent pour en parler, soit, mais ils ne les connaissent pas. Et nous, on ne croit pas en nous-mêmes. On a un problème. Nous, on prend par simplement le petit bout de la lorgnette, mais au NPA, présenter un facteur aux élections présidentielles, sympa. Pour nous, pas très crédible. Présenter un ouvrier automobile. Sur Poutou, sur Philippe Poutou, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu aux dernières élections présidentielles? Au début, les médias disaient, ouais, quand même, ça va être compliqué. Ce sera pas évident. Il fait sa dernière émission, il casse l'écran. Il répond à l'économiste de service, là, bah écoutez monsieur, je vous arrête tout de suite, vous avez parlé de charges, en fait ce sont des cotisations sociales. Et l'autre il dit, mais qu'est-ce qui m'arrive, de quoi il me parle? Il pète l'écran, à la fin le public l'applaudit. Et les mêmes qu'on dit que c'était difficile, disaient à la fin, incroyable, l'ouvrier parle. Il a des idées, mais je plaisante pas. Il y a une forme de haine sociale qu'on accepte. Moi mon problème c'est pas... Donc il faut prendre les devants et lutter maintenant, et pour ça, et pour convaincre ceux qui dans la gauche radicale hésitent encore un peu sur ces questions-là, parce que j'ai cru comprendre qu'il y en avait, je voudrais citer un camarade qui nous manque cruellement, le camarade Daniel Ben Saïd, qui avait déjà écrit sur cette stratégie de la part des classes dominantes après les attentats du 11 septembre aux États-Unis et après l'état d'urgence et le couvre-feu qui a déjà existé en France, pour ceux qui ont oublié, après la révolte des quartiers populaires en 2005, et qui disait la chose suivante: restitue dans son contexte le recours à l'état d'urgence, compris comme l'avatar contemporain des anciens états de siège et autres lois martiales, n'est plus simplement un épisode imputable à un ministre un peu maniaque de l'ordre. Non, c'est une nouvelle étape dans l'accoutumance à l'exception transformée en règle. À l'accoutumance de l'exception transformée en règle. C'est cette bataille qui est en train de se jouer, et c'est pour ça que samedi prochain, en effet, il faudra qu'il y ait un maximum de monde dans les mobilisations. Je vous remercie. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien.